D'abord, merci d'être là, merci d'être réactif, puisque au lieu d'une conférence du vendredi, nous avons une conférence du jeudi, ce qui vous permettra peut-être de partir en week-end plus tôt le vendredi sans avoir le sentiment de manquer quelque chose. Alors, les habitués des conférences vont être déçus parce que je ne rivalise pas avec Fabia Guilaine dans la présentation des conférences. Mon rôle va se borner à vous présenter les personnes ici présentes. Alors, vous savez que depuis sa création, l'Institut Confucius a un partenariat étroit avec l'Université de Pau et des Pays de la Tour d'une part et l'Université du temps libre d'Aquitaine, qui je le rappelle est une association, d'autre part. Dans le cadre de ce partenariat, certains d'entre vous ont peut-être pu, je ne sais pas, bénéficier d'une initiation à la cérémonie du thé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi vous? Non? Oui, voilà. Le 13 mai, nous avons une initiation à la calligraphie chinoise. Voilà. Et surtout, je vous engage à être extrêmement attentif, puisque chaque fois que l'Institut dont on vous présentera un petit peu le rôle tout à l'heure, organise des manifestations culturelles, eh bien, nous relayons, l'UTLA relaie l'information. Et c'est souvent extrêmement intéressant et quelquefois extrêmement gourmand, puisque à côté du thé et de la calligraphie, il y a aussi la cuisine. Donc, je vous engage à être extrêmement attentif. Donc, je profite de l'occasion pour vous présenter les personnes qui animent cet Institut Confucius en la personne de son directeur, M. Jia, de M. Claverie qui est détaché par le rectorat. Donc, vous voyez que les rapports avec la Chine ce sont tout ce qu'il y a de plus officiel, ouvert et scientifique. Et donc, c'est sur la proposition de l'Institut Confucius et pour faire vivre le partenariat avec l'UTLA que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Labatte, qui va nous parler, et j'insiste sur parler, parce que les routes de la soie ont fait l'objet d'un certain nombre de documentaires, mais il est toujours heureux d'avoir d'autre part un autre point de vue, et d'une part un autre point de vue, et d'autre part de pouvoir poser les questions en direct et de ne pas repartir en se les posant vainement à soi-même. Donc je vais laisser la parole à M. Claverie qui va présenter notre conférencier de ce soir et je vous remercie encore de votre fidélité. Bonsoir à tous. Madame Soignera a fait tout dit. Il ne reste plus grand-chose à faire. L'Institut Confucius de Pau-Pyrénées, en tout cas, souhaitait remercier. Oui, vous m'entendez bien? L'Institut Confucius de Pau-Pyrénées souhaitait remercier à la fois l'UTLA et puis l'Université de l'UPPA pour le partenariat et pour la possibilité d'être devant vous ce soir et de proposer donc des conférences. Alors, la conférence de ce soir va être animé par M. Labatte, qui est donc un professeur agrégé de chinois, anciennement rédacteur d'un magazine sur la Chine qui s'appelait Planète Chinois, et il œuvre aussi au lien franco-chinois en étant président fondateur de la Fédération des associations franco-chinoises et vice-président du nouvel Institut franco-chinois de Lyon. Ce qui va nous intéresser aussi ce soir, c'est qu'il est l'auteur de plusieurs livres, et notamment des livres d'histoire. Un qui traite de l'histoire de Singapour, qui a été publié en 2019, et puis un livre qui vous sera proposé donc ensuite à la vente, si ça vous intéresse, qui s'intitule L'Empire, la République et les barbares, l'Occident à l'assaut de la Chine en 2021. Ce soir, donc, il nous propose une conférence sur le thème des nouvelles routes de la soie, la mondialisation civilisée, et vous allez comprendre au cours de cette conférence de quelle manière, finalement, la Chine est passée d'un statut de puissance régionale à un statut de puissance globale. Voilà, donc je laisse la parole à M. Labatte. À la fin de la conférence, vous aurez donc un temps, comme l'a dit Mme Soignera, un temps de questions-réponses avec vous. Et puis
puis un petit temps de dédicace, de bonne conférence. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je souhaite d'abord, bien sûr, remercier donc, l'Institut Confucius de m'avoir invité à venir vous rencontrer, et également l'Université Pays d'Adour. C'est un vrai plaisir pour moi de revenir dans cette belle ville de Pau pour essayer de vous emmener donc, pour un petit voyage en fait dans le monde entier, en espérant que vous aimez voyager, puisque nous allons parler donc de ce gigantesque projet donc, géoéconomique que la Chine appelle, ça va bien comme ça? Oui, et peut-être qu'en vous recentrant légèrement, ça vous permettra de... Est-ce que c'est bon comme ça? N'hésitez pas. Et les autres musiques vont être efficaces. Est-ce qu'il serait possible c'est très intéressant, est-ce qu'il y aurait une possibilité de diminuer l'intensité? Je sais pas si je diminue si je augmente. Non, ça en rallume d'autres. C'est peu explicite, hein, à vrai dire. Je vais faire des essais pendant que monsieur parle. Bien, en espérant que le son soit égal à l'image. Donc, l'histoire que je vais vous raconter commence en 2013. C'est merveilleux. L'histoire donc, que je vais vous raconter commence en 2013. En 2013, la Chine a un nouveau président depuis un an, il s'appelle Xi Jinping. Vous le voyez ici, et il se rend donc en visite officielle au Kazakhstan, un pays voisin de la Chine, donc en Asie centrale. Il fait un discours, c'est quelque chose de tout à fait convenu, sauf que tout à coup, à la surprise générale, donc aussi bien des invités étrangers que de ses accompagnateurs chinois, il annonce que la Chine a décidé de ressusciter ce qu'on appelle les routes de la soie. Bien. Quelques semaines plus tard, donc, le même président Xi Jinping se rend à Jakarta pour un autre sommet international. Et là, à la surprise générale également, il annonce que la Chine va ressusciter non seulement l'ancienne route terrestre de la soie, mais également l'ancienne route maritime de la soie. Cette annonce, donc, qui prend un peu tout le monde de court, entraîne beaucoup d'interrogations et de débats en Chine, aux États-Unis également, où on s'interroge pour savoir si la Chine n'a pas lancé une sorte de plan Marshall à la chinoise. L'Europe éprouve qu'un intérêt tout à fait limité pour l'initiative. Mais en fait, donc, on se rend très vite compte que cette idée de ressusciter donc, ces anciennes routes de la soie, dont je vous dirai quelques mots, en fait, c'est une réponse à ce qu'on appelait à l'époque le partenariat transpacifique du président Obama, qui avait décidé donc d'orienter la diplomatie américaine avec une priorité marquée vers l'Asie, ce que les Américains appelaient le pivot vers l'Asie, et que la réponse chinoise, qui était en fait mûrie depuis longtemps, et discrètement, eh bien, était cette renaissance des routes de la soie. Très vite, donc, on a essayé de savoir ce que ce concept recouvrait aujourd'hui. On s'est aperçu qu'il s'agissait d'un plan à long terme, un plan d'abord de développement, et surtout, c'est son maître mot, de connectivité. Connectivité, ça veut dire connexion des infrastructures de transport, connexion des politiques économiques, et surtout c'est un plan chinois, c'est-à-dire un plan flexible, ouvert, et qui se déploie dans un cadre conceptuel large, sans définition officielle qui soit figée. Donc pour les stratèges américains et asiatiques, la question était est-ce que ce dispositif chinois est géoéconomique ou géopolitique? Dans un premier temps, la Chine a tenu à préciser que c'était géoéconomique et que donc on allait appeler ça en chinois Itailu, les caractères que vous avez ici, ça veut dire une ceinture terrestre et une route maritime. Et très vite, donc, on l'a appelé en anglais One Belt, One Road, une ceinture, une route, avant qu'elle ne change de nom récemment. On va le voir tout de suite. Ce plan gigantesque, qui concerne en réalité le monde entier, donc à deux échéanciers, 2021, date à laquelle donc, il devait être réalisé en partie. Pourquoi 2021 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, et puis il doit être accompli en 2049, 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Alors il faut faire un petit peu d'histoire et vous rappeler que donc, ce terme même de route de la soie, ce n'est pas un terme chinois. C'est un terme qui a été
inventé par un géographe allemand à la fin du 19e siècle, von Richthofen, et que ces nouvelles routes de la soie du 21e siècle, en réalité, c'est l'histoire et la géographie mobilisées donc au service d'un projet au terme duquel la Chine entend voir restructurer à sa façon les relations internationales. Alors ces routes de la soie, dont vous voyez ici les tracés, il y en a eu plusieurs au cours des siècles, ont été donc en réalité un réseau de voies commerciales qui ont relié la Chine et les rives de la Méditerranée, environ du second siècle avant notre ère au XVe siècle après. C'est bien sûr la voie commerciale majeure de l'Eurasie, sur laquelle ont circulé la soie, souvent plus comme monnaie d'échange d'ailleurs que comme produit, la laque, le thé, l'opium, les armes, les épices. Elle a été fréquentée de gens plus ou moins recommandables, caravaniers, brigands, des religieux, des conquérants. Ces routes de la soie donc, ont pu naître et mourir des empires et elles ont été aussi des voies sur lesquelles ont circulé des idées, des doctrines, des philosophies, le manichéisme, le zoroastrisme, le judaïsme aussi, qui a gagné la Chine par ses voies, et surtout, bien sûr, le bouddhisme et plus tard l'islam, deux religions étrangères donc, qui se sont durablement implantées en Chine. Pour ce qui concerne donc les routes maritimes de la soie, il faut se rappeler qu'aux 5 premiers siècles de notre ère, ce sont les Arabes qui sont maîtres du commerce maritime. Ils ont poussé à ce point les techniques de navigation que leurs navires sont capables d'atteindre le sud de la Chine. Vous voyez la ville de Canton, Guangzhou, un petit peu plus au nord, Quanzhou, en face de l'île de Taïwan. Et donc, ils transportent en Chine l'encens, le bois précieux, ils y amènent bien sûr le Coran, et ramènent donc un certain nombre de produits de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire du Milieu. Oui. Il y a une particularité donc à cette période, c'est que cette Chine a été du 10e au 15e siècle. Oui, on ignore souvent chez nous une grande puissance maritime avant de définitivement tourner le dos à la mer. Elle a en particulier lancé des expéditions maritimes, non pas complètes comme les Occidentaux, mais des découvertes qui ont été illustrées par un personnage tout à fait singulier, un eunuque musulman, favori de l'empereur qui s'appelait Zhang He, et qui, à la tête de 7000 jonques de haute mer, est parti des côtes sud de la Chine, donc est arrivé à travers aujourd'hui l'Asie du Sud-Est, aux côtes orientales de l'Afrique. Voyage donc de découverte, avant de laisser la place, bien sûr, je parle des Chinois et des Arabes, aux Européens, ces fameuses compagnies à charte, en particulier la compagnie britannique des Indes orientales, qui ensuite ont dominé le commerce maritime. Oui. Cependant que les voies terrestres de la soie déclinaient. Donc ce petit rappel fait, les Chinois et les Occidentaux se sont penchés donc, sur l'initiative du président Xi Jinping, on s'est rendu compte quand même que ça ne tombait pas véritablement comme ça de nulle part. En particulier parce que, depuis les années 80, la Chine a entrepris une politique d'ouverture et de modernisation associée au nom de Deng Xiaoping, et en fait, ces nouvelles routes de la soie en sont une nouvelle étape. Notamment, il faut penser qu'on est en 2013, c'est-à-dire quelques années après la grande crise financière et économique de 2008. Et il s'agit donc d'assurer la croissance économique mondiale par l'ère de cette crise économique redoutable de 2008. La croissance économique qui est garante en Chine, comme ailleurs, de la stabilité sociale. Alors pourquoi cette importance accordée par la Chine à la connectivité et aux infrastructures? D'abord parce que c'est un consensus universellement admis que l'un des freins majeurs au développement est l'absence d'infrastructures. Et l'idée chinoise, c'est précisément cette connectivité, de relier donc ces infrastructures, qu'elles soient terrestres, maritimes, de communication, de transport, d'énergie, cybernétique également. Mais une connectivité qui est également commerciale. Il s'agit de créer sur ces routes de la soie des couloirs économiques transnationaux et des zones de coopération économique. Et puis on le verra aussi, une connectivité financière, connectivité, le cas échéant, politique, avec des accords de coopération labellisés Nouvelle Route de la Soie. La Chine, donc officiellement aujourd'hui, dit en avoir signé avec 150 pays et organisations internationales. Alors, quels sont les objectifs donc, de ce qu'on va appeler très vite
elle a changé de nom. Vous voyez, One Belt, One Road va s'appeler la BRI, la Belt and Road Initiative. Les Chinois insistant sur le terme de initiative, vous voyez, qui leur paraît plus approprié pour décrire la finalité du processus. Ce projet, bien sûr, a des finalités explicites. Vous voyez, la Chine trouve la mondialisation bénéfique, bien sûr. Ça lui a permis de générer une classe moyenne imposante. Elle en a été l'un des grands bénéficiaires, mais elle la trouve trop maritime et trop occidentale. Et la Chine, dans le cadre de cette nouvelle route de la soie, voudrait une mondialisation plus terrestre. Et pour compenser ce que les think tanks chinois qui travaillent sur ce sujet appellent l'effet d'Alter. Ils disent, regardez, qu'est-ce que c'est qu'une Alter? C'est deux poids lourds séparés par une mince barre de fer. L'un des poids lourds, c'est l'économie européenne, la première du monde. Et de l'autre côté, donc, il y a l'économie chinoise. Vous voyez, aujourd'hui la seconde, peut-être demain la première. Et donc, entre les deux, économiquement, il n'y a rien. Vous voyez, et donc, cette nouvelle route de la soie, ça va être une mondialisation terrestre qui va pallier, vous voyez, en reliant, en connectant ces deux poids lourds économiques, relier donc les deux extrémités du continent eurasiatique. Vous voyez, on retrouve les idées des anciennes routes de la soie. Il y a aussi, bien sûr, des objectifs qui sont plus implicites. La Chine, donc, connaît des problèmes importants de surcapacité. C'est vrai dans de nombreux domaines, l'acier, l'aluminium, le ciment, le fer, la construction navale, l'éolien, le verre, etc. Donc, c'est aussi une réponse à ces problèmes de surcapacité. Il s'agit aussi, donc, pour la Chine, de limiter une évasion fiscale qui est importante, de rentabiliser des réserves de change donc, qui sont considérables dans ce pays, l'usine du monde, mais aussi quelque part la banque du monde, les Français en savent quelque chose. Il s'agit aussi, si vous voulez, de réaliser des investissements donc, réels dans un monde, pensez le monde de l'après-crise 2008, littéralement noyé donc, sous les liquidités financières. Il s'agit aussi pour la Chine, bien sûr, d'assurer la liberté commerciale, c'est la première puissance exportatrice du monde, d'accélérer ses exportations vers l'Europe, et puis également de contribuer à la redéfinition d'un modèle économique chinois qui est aujourd'hui en cours. Un autre des objectifs, on le verra un peu en détail, est donc développer l'Ouest chinois, qui est une région donc, économiquement un petit peu en retard par rapport au reste du pays, et de contribuer aussi à la montée en gamme de l'industrie chinoise. Et puis enfin, ça n'est pas le moins important, sécuriser donc pour la Chine les accès aux matières premières et aux sources d'énergie. Et on le verra aussi, ces nouvelles routes de la soie ont une forte dimension immatérielle. Donc, ceci en tête, vous pouvez comprendre peut-être ces modalités pratiques. D'abord, ce sont des corridors économiques. Vous les voyez ici tracés. Il y en a 6. Chine, Mongolie, Russie. C'est quelque chose qu'on appelle le pont terrestre eurasiatique, qui voit circuler donc des trains qui relient la plupart des villes chinoises maintenant à l'Europe, essentiellement à Duisbourg, en Allemagne, qui est le premier port fluvial européen. Et ça peut aller jusqu'à Lyon, par exemple. 6500 trains de marchandises, donc en 2021. Bien sûr, un dispositif largement percuté par la guerre en Ukraine. Il y a aussi un autre couloir, Chine, Bangladesh, Inde, Birmanie, qui a pour les Chinois l'objectif de livrer de ce qu'ils appellent le dilemme de Malacca, c'est-à-dire ce détroit de Malacca qui passe par Singapour, la Malaisie, qui est engorgé, congestionné, infesté de pirates. Et si, évidemment, on pourrait créer une alternative, soit un canal, soit ferroviaire, donc à ce détroit de Malacca, ça raccourcirait beaucoup le trajet vers l'Europe et sur le plan géopolitique, ce serait une garantie de stabilité pour la Chine. Il y a aussi un autre couloir qui relie l'ouest chinois, la province du Yunnan à Singapour. C'est un couloir autoroutier et ferroviaire. Il y a également un couloir Chine-Pakistan et puis un autre couloir Chine-Asie centrale occidentale. Vous voyez, donc tout ça est en réalité fort bien pensé, et à partir donc des années 2013, avec une grande souplesse, mais une grande détermination, donc les principaux acteurs, donc le ministère et autres commissions officielles chinoises, se sont lancés dans la mise en œuvre donc, de ce dispositif. Alors, on a dit, il y a aussi une route, de nouvelles routes de la soie qui sont digitales, numériques et puis également polaires. Pourquoi?
Oui, ce dispositif, donc, on va appeler la BRI, la Belt and Road Initiative, est très lié donc, à un certain nombre de plans chinois qui sont essentiels pour comprendre l'avenir de la Chine. Le premier d'entre eux, c'est un plan qui s'appelle Made in China 2025, qui est un des objectifs majeurs du gouvernement chinois qui vise à faire du pays, dans 10 secteurs stratégiques, des hautes technologies, donc le pays numéro 1 au monde, et la Chine entend, avec ce plan Made in China 2025, qui ressemble assez au plan allemand, donc industrie allemande 4.0, la Chine entend devenir la principale puissance manufacturière à l'horizon donc 2025, mais dans le domaine des hautes technologies. L'usine du monde à l'ancienne, c'est terminé. Et puis, l'objectif aussi final, auquel doivent contribuer les héros de la loi, c'est l'un des objectifs majeurs de la Chine, c'est-à-dire l'intégration totale de l'Internet, de ce qu'on appelle le cloud, des mégadonnées en français, de l'intelligence artificielle dans l'économie réelle, pour faire de la Chine le pays qui se trouvera donc au sommet de la chaîne de valeur ajoutée mondiale dans quelques années. Ceci dans le cadre d'une confrontation, vous l'avez vu, de plus en plus exacerbée et dangereuse avec les États-Unis. Et puis aussi, il s'agit, à travers ceci, de défier donc la puissance des plateformes numériques américaines, les fameuses GAFAM, les Chinois ayant maintenant ce qu'on appelle BATX, donc l'équivalent chinois des GAFAM, Baidu, Alibaba, peut-être connaissez-vous ça, Tencent, Xiaomi, etc. Et puis il y a également, donc merci le réchauffement climatique, une route arctique polaire, parce qu'on appelle le paysage du nord-est, et qui a l'avantage pour le transport maritime de raccourcir de 40% la distance entre l'Europe et l'Asie, d'environ 11 jours. Et il y a donc déjà des navires qui sont partis de différents projets chinois et qui ont relié l'Europe à travers donc, cette nouvelle route polaire. Alors la question que se sont posées les Occidentaux au vu des prémices de ce dispositif, c'est mais comment financer donc ce gigantesque plan, les implications, même si on ne fait que les survoler. Il est très difficile d'en évaluer le coût. Si vous se fiez à ce que disent ou évaluent les grands organismes financiers internationaux et à ce que dit la Chine, entre 720 et 1000 milliards de dollars. Rendez-vous compte, 1000 milliards de dollars américains, au point que beaucoup se sont interrogés, si vous voulez, sur la viabilité financière du projet, sachant que la Chine ne s'est pas lancée, bien sûr, là-dedans, sans biscuit. Elle a créé donc, de façon dédiée, ce qu'on appelle la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, qu'on appelle la BA2I, qui est destinée donc à financer des projets labellisés Route de la Soie et qui réunit aujourd'hui 70 pays, dont la France est l'un des pays parmi les premiers d'Europe à la rejoindre et qui est doté donc d'un fonds de 100 milliards de dollars américains. Ces nouvelles routes de la soie donc, font aussi appel aux grandes banques chinoises, la Banque chinoise d'import-export, la Banque de développement agricole, le Crédit agricole chinois, et d'autres également. Il y a également donc un fonds route de la soie, qui lui est riche de 40 milliards de dollars, qui est appuyé donc sur les deux fonds souverains chinois. Vous pouvez imaginer qu'ils sont quand même aussi richement dotés. Et puis donc participent aussi à ce projet d'autres organismes bancaires préexistants, comme la Banque asiatique de développement, qui a joué un grand rôle dans le développement de l'Asie du Sud-Est. Il y a aussi ce qu'on appelle les green bonds, les bons verts, labellisés route de la soie, le marché obligataire chinois aussi. On ignore souvent que c'est le troisième au monde, est également sollicité, et puis des banques privées. Ceci dit, la Chine est la première à reconnaître qu'elle ne peut pas, à elle seule, bien sûr, financer entièrement ce projet. Ces concepteurs, donc, n'ont jamais imaginé que ces nouvelles routes de la soie, fussent-elles terrestres ou maritimes, seraient un long fleuve tranquille et que la mise en œuvre d'un pareil projet multiforme rencontrerait des difficultés et des oppositions. Les difficultés, elles sont d'abord géopolitiques. Problème de l'Afghanistan, guerre en Ukraine ensuite, piraterie dans différentes parties du monde, crise migratoire, etc. Donc, des phénomènes géopolitiques anticipés ou pas qui peuvent impacter ce projet. Il y a aussi des problèmes juridiques considérables. Ça touche le monde entier, donc il y a un droit chinois, il
bien sûr, mais ce dispositif concerne des pays qui ont un droit continental majoritaire, un droit anglo-saxon pour d'autres, sans parler des pays qui ont recours au droit islamique, donc des complexités juridiques que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis aussi, très vite, on s'est aperçu donc que eh bien, ce projet pourrait générer des dettes auprès de pays fragiles qui se lançaient dans la construction avec le financement de la Chine d'infrastructures, donc parfois un peu démesurées par rapport à leurs possibilités financières. C'est le cas de pays comme Djibouti, Tadjikistan, Sri Lanka, le Cambodge, la Mongolie, le Monténégro, etc., qui se trouvent donc dans une situation financière difficile en termes de dette. Leur dette n'est pas uniquement chinoise, loin s'en faut, mais lorsqu'il s'agit de pays fragiles, voire mal gouvernés comme le Sri Lanka, qui connaît aujourd'hui une crise climatique, dont la Chine n'est que l'un des aspects, eh bien, ça impacte aussi, bien sûr, le projet. La Chine a annulé par ailleurs la dette de 28 pays parmi les 31 les plus pauvres récemment. Et il y a aussi donc le problème qui concerne la rentabilité plus ou moins grande de certains investissements. Et puis, vous avez dans le monde entier donc des opinions publiques éruptives, il n'y a pas qu'en France, et qui peuvent aussi s'opposer à ces projets, donc Nouvelle Route de la Soie, vous voyez ici comme des Birmans, qui s'opposent donc à un projet Route de la Soie qui concernait le barrage de Myitsone en Birmanie, qui a été abandonné. Les populations s'y opposant pour des raisons environnementales. Et même chose en Birmanie, donc on a dû renoncer à un projet sino-birman d'exploitation d'une mine de cuivre. Il y a eu des problèmes aussi en Pologne, dans certains pays d'Afrique, donc aussi des manifestations anti-chinoises, et puis également au Vietnam. Voilà. Donc vous voyez, des problèmes juridiques, géopolitiques, financiers. Il y a aussi, pour ce qui concerne l'Europe, bien sûr, la compatibilité de ce projet avec nos normes européennes, les normes qui concernent l'environnement, les normes sociales. Tout ceci fait que ça suppose quand même d'abord une vision à long terme, mais ça la Chine l'a, mais aussi beaucoup de souplesse dans la déclinaison donc, nationale de ces projets. Alors, où en est-on donc en 2022? Il y a aujourd'hui, dans le monde entier, 2000 chantiers en cours, sur environ 2600 projets labellisés Nouvelle Route de la Soie. Les Nations Unies ont intégré donc les nouvelles routes de la soie chinoises dans leur agenda 2030. M. Guterres, leur secrétaire général, en est un grand promoteur. Vous voyez ici quelques éléments. Donc, mais vous avez également des pays qui sont hostiles, pour des raisons essentiellement politiques, aux nouvelles routes de la soie chinoise. Je ne vais pas me surprendre en parlant des États-Unis. Il y a aussi donc l'Union européenne qui est, on va le voir un peu, réservée pour certains pays, le Japon quelque peu ambigu, et l'Inde, qui est avec les États-Unis, donc le pays le plus hostile. Et ces pays, États-Unis, Japon, récemment l'Union européenne et surtout l'Inde, entendent maintenant proposer des dispositifs alternatifs aux nouvelles routes de la soie chinoise. Alors le Covid a entraîné donc un coup de frein, puisqu'on est sur une route, qu'elle soit maritime ou terrestre. Un certain nombre de contrats donc, ont été mis en sommeil et l'ampleur des nouveaux projets donc, a été un petit peu revue à la baisse, mais ça c'est tout à fait logique avec la conjoncture économique. Vous voyez ici quelques éléments sur la diapositive qui concernent donc environ 20%. Vous voyez ici des projets. Ceci d'autant plus que la Chine a entrepris, je vous l'ai dit, de réviser son modèle de croissance économique. Ce modèle qui a été d'une efficacité extraordinaire entre les années 1980 et 2020, donc basé, si vous voulez, sur le taux d'export, essentiellement, sur l'accueil massif d'investissements étrangers, mais c'est un modèle que le gouvernement chinois, depuis un certain nombre d'années, trouve déjà trop coûteux sur le plan des inégalités sociales, régionales, et puis aussi dévastateur sur le plan de l'environnement. Donc, ce sont les deux critères qui ont amené la Chine à élaborer donc une nouvelle vision de son développement économique. On appelle, c'est difficile à traduire vraiment en chinois, la double circulation. Ça veut dire un recentrage de l'économie chinoise sur le marché intérieur. Priorité bien sûr de l'exportation, mais c'est plus l'atelier du monde, ce sont les exportations haut de gamme. C'est aussi une limitation de la dépendance à l'étranger. Oui, il n'y a pas tout.
ou les Américains, mais ça n'a pas empêché, vous voyez, en plein Covid, en 2020, la Chine de conclure, c'est passé complètement inaperçu ici, on se demande pourquoi, ce qu'on appelle le RCEP. Vous voyez, le RCEP, c'est aujourd'hui la plus vaste zone de libre-échange au monde, qui associe à la Chine 14 pays de l'Asie-Pacifique. Donc ça aussi, c'est une avancée géoéconomique majeure pour ce pays qui maintenant a affaire à ces projets alternatifs. Donc l'Inde et le Japon ont lancé ce qu'ils appellent le partenariat pour des infrastructures de qualité. Suivez mon regard. Le président Biden, donc, qui n'est pas un véritable aficionado des nouvelles routes de la soie, je ne s'en doute pas, a lancé, lui, ce qu'il appelle le B2W, le Build Back Better World. Donc, on va reconstruire un meilleur monde. Et puis, donc, l'Union européenne, plus récemment, a lancé, elle aussi, donc, un plan alternatif, mais ces plans, non pas sur le plan du financement et de la vision géographique, la même ampleur que celui de la Chine. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie en Chine même? La région la plus impactée par ce dispositif, c'est naturellement la province du Xinjiang, c'est-à-dire la province, qui veut dire nouvelle frontière en chinois, qui se trouve donc à l'occident de la Chine, 5700 km de frontière, qui est le pivot de la stratégie chinoise en Eurasie, puisque traverse cette province 3 des 6 corridors terrestres. Et c'est pour la Chine une région qui est à la fois stratégique sur le plan de la défense et également sur le plan des ressources énergétiques. Vous en avez entendu parler, donc elle abrite une population turcophone, islamisée tardivement, qu'on appelle les Ouïghours, environ 10 millions sur 24 millions d'habitants de cette province, qui n'en est pas une. C'est une région autonome ouïghour, qui ont des problèmes d'intégration, et c'est une région qui a depuis notamment le 19e siècle des problèmes d'irrédentisme. C'est-à-dire qu'il y a eu à 2 reprises de brèves républiques du Turkestan oriental qui ont été à l'instigation de Staline, de fondamentalistes islamistes donc, proclamés, et puis surtout à partir des années 1980, dans le Xinjiang et dans toute l'Asie centrale ex-soviétique, on a assisté au réveil d'un islamisme radical sunnite, et puis aussi l'avancée du wahhabisme dans cette région avec, dans les années 2000, donc, ce qu'on a connu en Europe, des campagnes d'attentats en Chine par des organismes ayant prêté allégeance à Al-Qaïda et à l'État islamique. Et vous avez, comme en Syrie, à Idlib en particulier, environ 5000 combattants chinois, enfin ouïghours, donc, qui sont engagés dans ce rêve donc, du califat de Daesh et d'État islamique qui comprend aussi la province du Xinjiang. Cette province, donc, elle est vitale pour les nouvelles routes de la soie, mais c'est le principal défi géopolitique à caractère identitaire aujourd'hui du gouvernement chinois. Le débouché donc, du Xinjiang au sud, c'est le corridor économique Chine-Pakistan. Qui, là, Pakistan qui est qui est le principal pays islamique partenaire de la Chine depuis les origines. C'est le premier pays musulman à reconnaître la République populaire de Chine, au cœur de l'Asie centrale, donc, et puis un pays qui est aussi l'adversaire de l'Inde, pour plaire donc, au gouvernement chinois. Ce couloir économique donc, vise à relier de façon très claire donc, cette province du Xinjiang à la mer d'Arabie, à travers la construction d'un immense port qu'on appelle Gwadar, qui ambitionne de devenir le Shenzhen. C'est l'un des plus grands ports, le plus grand port du Pakistan et l'un des plus grands ports de la région. Il a l'inconvénient d'être situé dans une région qu'on appelle le Balochistan, qui est une province du Pakistan extrêmement instable, et où tous ceux qui travaillent, pakistanais et chinois, ce projet ont beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a des kidnappings d'ingénieurs chinois, demandes de rançon, assassinats, etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y a 50 accords de coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie qui concernent les infrastructures routières, ferroviaires, des centrales thermiques, etc. Et autres dispositifs, donc entre le Pakistan et la Chine, mais si vous suivez l'actualité, vous savez que ce pays est au bord aujourd'hui de la faillite. Ça n'a pas de lien direct avec les nouvelles routes de la soie. Et donc, il est en train d'essayer d'obtenir un petit peu d'oxygène financier du FMI parce qu'il est dans une situation donc, extrêmement difficile.
Autre province, oui, là, ça concerne la route de la soie maritime, qui est aussi très importante pour ce dispositif, c'est la province de Fujian. Ouais, si vous avez l'occasion d'aller faire du tourisme en Chine, je vous dirais volontiers que c'est ma province préférée, hein, pas seulement sur le plan gastronomique, c'est une des provinces sur le plan culturel les plus intéressantes aussi. Elle fait face à l'île de Taïwan. Oui, 80% des Taïwanais ont des ancêtres qui viennent de Fujian. Et là, donc, c'est dans le cadre de la route de la soie maritime, historique, hein, comme présente, eh bien, c'est là qu'on a implanté donc une zone de libre-échange du Fujian, oui, sur le modèle de Singapour, qui est dédié au mode de coopération innovant avec tous les pays de la nouvelle route de la soie maritime, oui, essentiellement ces pays de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Dernière province, donc, et non la moindre, qui est concernée par ce projet, c'est la province du Guangdong. Oui, la province du Guangdong, au sud de la Chine, donc celle qui comprend Hong Kong et Macao, ça n'est qu'1% du territoire chinois, mais c'est 5% de la population chinoise. Oui, et c'est 10% du PIB de la Chine. Oui. Le véritable atelier ou la véritable usine du monde, elle est là. Hein. C'est aujourd'hui la plus grande base manufacturière de la planète. Oui. Et là, dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie maritime, il y a un projet qui n'intéresse absolument personne chez nous, c'est un peu curieux, qui vise à constituer ce qu'on appelle, alors, traduction approximative, hein, la mégacité du delta de la rivière des Perles. Oui. Donc, se jette dans la mer vers Hong Kong et qui traverse la ville de Canton Guangzhou. L'idée, c'est de réunir, vous voyez, en une mégacité 9 villes, vous voyez, proches. Hein, les Français connaissent Canton, Guangzhou, Shenzhen également, Hong Kong et Macao, pour constituer, vous voyez, dans une dizaine d'années, la plus vaste zone urbaine du monde. Ceci donc avec un objectif très précis, vous voyez, des planificateurs chinois. Il s'agit de concurrencer ce qu'on appelle les économies de baie. Vous voyez, les économies de baie, aujourd'hui, ce sont les plus prospères du monde parce que ce sont les plus innovantes. La première d'entre elles est Tokyo, la seconde, évidemment, c'est San Francisco et la troisième, New York. Oui. Donc là, pour la Chine, oui, dans quelques années, il y aura 70 millions d'habitants sur la superficie du Danemark et ce sera le laboratoire chinois de l'urbanisme et de l'économie du futur. Oui. Ça ambitionne aussi d'être la première classe portuaire mondiale et le moteur de ce que la Banque mondiale appelle aujourd'hui l'économie bleue, l'économie océanique. Rappelez-vous que sur les 10 premiers ports mondiaux, 9 sont chinois. Le 10e, c'est Singapour, qui est quelque part aussi. Alors, pour revenir à l'actualité la plus chaude, roulante, eh bien, ces routes de la soie nouvelles, hein, concernent aussi bien sûr la Russie. Quand le président Xi donc, a lancé son initiative, Vladimir Poutine a fait grise mine dans la mesure où lui, vous voyez, en 2015, a lancé son union eurasiatique, oui, Union eurasiatique qui ambitionnait de réunir sous la houlette de Moscou les pays de ce qu'on appelle en Russie, enfin, ce que l'URSS appelle l'étranger proche, oui, les pays d'Asie centrale, etc., d'Europe centrale. Oui. Et donc, évidemment, les deux projets se sont percutés, mais vous pouvez imaginer, l'influence russe était quand même déjà déclinante en Asie centrale et pour la Chine. Hein, la Russie, si elle est un partenaire stratégique majeur, aujourd'hui plus qu'hier, demeure un partenaire économique mineur. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Donc, qu'est-ce que veulent dire les nouvelles routes de la soie en Russie? Ça concerne bien sûr l'énergie. Puisqu'on est en Russie, les infrastructures, la modernisation du transsibérien, une autoroute reliant le Xinjiang à la Finlande, oui. Et puis également donc un nouveau port dans l'Arctique russe, à Arkhangelsk. Et puis bien sûr, c'est ce que vous avez ici en photo, Yamal. Oui, Yamal, ça vous dit peut-être rien, c'est une entreprise absolument gigantesque, oui, sans équivalent au monde, d'extraction du gaz naturel au-delà de l'Arctique russe. Oui, c'est un véritable défi climatique, technologique et logistique, oui, qui implique donc Total. Et pourquoi on parle des routes de la soie? Parce que ce projet, oui, est financé pour une large part par le fonds Route de la soie. Oui, donc c'est Total, un opérateur russe, et le fonds Route de la soie, ça représente, oui, rien moins que 5% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquide. Alors aujourd'hui, évidemment, hein, Total est sommé de se retirer de Russie. Hein, et Total a fait valoir que, bon, très bien, on se retire de Russie.
Mais dans le même temps, la Commission européenne demande à Total d'augmenter ses livraisons, bien sûr, de GNL. Donc, voilà, ce qu'on appelle dans l'administration des injonctions contradictoires. Donc, le retrait se fait, oui, de façon extrêmement prudente et plus ou moins discrète. Je vous avais prévenu, donc, qu'on allait voyager l'Afrique. Alors, l'Afrique est également concernée, non pas vraiment par les anciennes routes de la soie, mais par les nouvelles, en tout état de cause. L'Afrique, c'est le premier partenaire commercial. La Chine est son premier partenaire commercial. La Chine a dans ce continent donc une diplomatie économique particulièrement dynamique, une relation qui est par ailleurs très financiarisée, beaucoup d'investissements chinois, mais on oublie parfois de dire que c'est à peu près l'équivalent des investissements européens, oui, en gros. Et donc ces nouvelles routes de la soie africaines, ce sont essentiellement des lignes ferroviaires. Oui. Djibouti, Addis Abeba, Nairobi, Mombasa, des infrastructures portuaires, bien sûr, le projet d'une ligne transcontinentale qui relierait donc Dar es Salaam à l'Angola, et la Chine a signé des accords officiels, donc nouvelle route de la soie, avec beaucoup de pays, notamment du Maghreb, qui sont très intéressés par la route de la soie numérique. Vous avez en particulier donc à Tanger, donc tout un projet sino-marocain, donc de Tanger, ville intelligente, une smart city sino-marocaine. Vous avez un plan Tunisie numérique 2020, qui est aussi opéré par Huawei, l'opérateur chinois, etc. Donc des investissements qui sont les bienvenus. Plus le pays est montré sur la carte, donc plus les investissements chinois ils sont importants. Avec bien sûr une Chine intéressée essentiellement par les ressources énergétiques et naturelles de l'Afrique. Il y a une nouveauté quand même, c'est la photo du bas, Djibouti, la première base militaire chinoise à l'étranger. Officiellement, elle n'est pas dans la BRI, ceci parce que la Chine participe donc avec un certain nombre de pays aux opérations donc de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et à la suite de la guerre en Libye ou de la guerre au Yémen, faire ce qu'elle n'avait jamais fait dans son histoire, c'est-à-dire évacuer des ressortissants chinois victimes de ces conflits. Alors, le titre de la diapo résume bien nos relations avec la Chine en ce moment. Vous voyez, ça vous rappellera quelque chose, ce qui est de la variété, un petit peu passé. Donc, pourquoi? Parce que ces routes de la soie, donc, quand elles ont été lancées, eh bien, M. Juncker, le président de la Commission européenne de l'époque, venait de lancer donc la plateforme de connectivité de l'Union européenne. Donc, il a fallu discuter longuement, essayer de trouver une harmonisation entre les projets chinois et les projets européens. Il y a rapidement eu des frictions institutionnelles, c'était médiatique, aussi bien chinois que européens n'ont pas beaucoup été, et puis surtout des problèmes normatifs, si vous voulez, complexes à régler, et puis petit à petit, donc, des divergences politiques, notamment avec le Covid, qui ont été littéralement donc hystérisées, et qui ralentissent donc ce projet dans la partie, bien sûr, occidentale de l'Europe, sachant que les pays de l'Europe centrale, orientale et méditerranéenne sont beaucoup plus ouverts au projet chinois, dans la mesure où l'Europe a refusé, le Parlement a refusé de ratifier l'accord sino-européen sur les investissements, qui nous est pourtant favorable. L'Europe aussi s'est dotée, vous le savez, de dispositifs anti-dumping, également destiné à protéger ces secteurs stratégiques et de souveraineté. Donc tout ça au moment où se positionnaient donc, ces deux grands projets. L'Italie est le pays donc, de l'Europe occidentale le plus engagé dans les nouvelles routes de la soie, notamment en matière d'infrastructures portuaires, les ports de Trieste, Gênes, Tarente. Donc vont être développés et rénovés dans le cadre de cette coopération sino-chinoise. Pas beaucoup plus Mme Merkel, mais le président du Conseil italien avait remarqué que les prêts chinois étaient parfaitement conformes à la législation européenne. Et l'Allemagne, qui est par ailleurs plus qu'active dans le domaine donc, des routes de la soie terrestre, puisque 10 lignes ferroviaires qui viennent de Chine y arrivent chaque jour. Ça n'a pas empêché, il y a quelques mois, donc, l'Union européenne de lancer ce qu'on appelle Global Gateway, puisque vous savez que l'anglais est la langue officielle de l'Union européenne, un pays qui ne comprend plus aujourd'hui la Grande-Bretagne.
Donc un plan de 300 milliards d'euros, oui, donc jusqu'en 2027, qui vise donc notamment 150 milliards pour l'Afrique, qui vise donc à favoriser la connectivité à l'européenne, cette fois dans le domaine énergétique, énergie renouvelable bien sûr, numérique, ferroviaire, et puis aussi des interconnexions dans différents pays. Oui. Je vous l'ai dit, donc, l'Europe est divisée sur de nombreux sujets, mais en particulier sur celui des routes de la soie, puisque oui, il y a donc un sommet, 17 pays d'Europe centrale méditerranéenne, plus la Chine, oui, qui donc là sont beaucoup plus partants oui, pour des investissements au service donc, de ces collectivités, fret maritime, fret ferroviaire, oui, il y a une ferroviaire qui va les pirer. Donc certains terminaux ont été rachetés par les Chinois jusqu'à Budapest, etc. Il y a également donc des projets de connectivité ferroviaire avec ces pays. Et puis également donc le rêve de la Grande-Bretagne d'avant le Brexit de constituer, c'est l'ambition de la City de Londres, le véritable hub financier des nouvelles routes de la soie. Mais vu les problèmes internes de la Grande-Bretagne, elle s'est fait voler cette place par Singapour. Alors la question que vous vous posez avec angoisse depuis le début de mon intervention, c'est bien sûr la France dans tout ça. Voilà, donc il y a une chose tout à fait étonnante, si vous voulez, qui ne vous surprendra peut-être pas, vu nos âges respectifs, c'est que ce projet, je vous l'ai dit, a été lancé en 2013 et jusqu'en 2018. C'est un projet d'ampleur mondiale. Vous avez vu donc ses implications globales. Elles sont en réalité géostratégiques, plus que géoéconomiques. Entre 2013 et le discours du président Macron à Sienne en janvier 2018, ça fait 5 ans, il n'y a pas eu une phrase officielle d'un dirigeant français, économique, politique, diplomatique, sur les nouvelles routes de la soie. Silence radio, bon, étonnant. Alors, ça n'a pas empêché un certain nombre d'acteurs, bien sûr, économiques, Dieu merci, de s'en saisir. Ça a donné lieu, donc, d'abord à une alliance, qu'on appelle AROPA, de Havre, Rouen, Paris. 3 ports, qui se sont regroupés et qui aujourd'hui des liens avec 81 ports chinois, sachant que 73% des importations de ces 3 ports français viennent d'Asie, naturellement. Une seconde alliance, donc c'est Ocean Alliance, qui réunit là des armateurs donc, chinois, hongkongais, taïwanais, plus CMA CGM, notre grand opérateur français, qui est le 3e mondial, et qui opère 40 lignes maritimes avec 350 porte-conteneurs dans le cadre de cette nouvelle route de la soie maritime. Et puis la SNCF, on dit volontiers pour se mettre en retard, on est parfois un peu réactive, eh bien là, elle n'a pas été en retard pour le coup, puisque dès le début du projet, donc, elle a lancé Forwardis, qui est une filiale à 100% SNCF, avec un objectif, capter au profit donc, du réseau ferroviaire français une bonne partie, enfin une partie quand même de ces 6500 trains Chine-Europe. 9300 km en 3 semaines, et nous avons eu, puisque je viens de Lyon, je ne suis pas seul, voilà, donc depuis le début, donc, nous avons maintenant une liaison ferroviaire marchandise entre Wuhan et la ville de Lyon, qui se poursuit jusqu'à Madrid aujourd'hui dans le cadre de ce qui est la plus longue ligne ferroviaire au monde, qui relie donc une ville chinoise au sud de Shanghai à la capitale espagnole. Bien sûr, le MEDEF, donc, a intégré CISC, ça c'est le grand think tank officiel chinois donc, des routes de la soie. Pour mémoire, donc, avant de conclure, la Chine donc, est le premier, bien sûr, partenaire commercial de la France en Asie. C'est notre 2e fournisseur. Nous avons aujourd'hui à peu près 700 entreprises de Chine et de Hong Kong sur le territoire français, 45 000 emplois environ, et 5 milliards d'euros investis par ces entreprises chinoises. Oui. Voilà une petite vision globale. Vous avez vu, c'est difficile d'être bien sûr exhaustif naturellement sur ce sujet. Pour conclure, donc, que retenir de ceci? D'abord, si vous voulez que, au-delà de toutes les déclinaisons géographiques, techniques, etc., que j'ai pu évoquer, il y a une vision très claire des dirigeants chinois. On peut critiquer ou les approuver, peu importe, on ne peut pas nier qu'ils savent où ils vont. Vers où vont-ils? Vers la volonté de maîtriser, en quelques années, les 5 espaces de puissance
du XXIe siècle. L'espace maritime, oui, l'espace exo-atmosphérique, cyberespace naturellement, les hautes technologies, et puis également les normes et les standards, oui, qui est un critère de puissance et qui le sera de plus en plus. Donc, en conclusion, oui, cette Belt and Road initiative, c'est une nouvelle route de la soie chinoise, pour le meilleur pour les uns, pour les pires pour les autres. En tout état de cause, modèlera toute ou partie du monde donc, de demain, un monde qui sera évidemment structuré par cet affrontement de plus en plus implacable entre la Chine et les États-Unis. Oui, donc c'est quelque chose qu'il faut, le président de la République l'a rappelé, ça n'a pas beaucoup intéressé les médias, c'est dommage. Il faut accepter des réalités, il faut accepter sans angélisme, des réalités de cette puissance chinoise, également sans fatalité, ni opposition stérile, en se rappelant aussi que cette Chine, elle a bien des inconvénients, mais elle a un avantage, c'est qu'elle nous tend à un miroir de ce que nous sommes. Et si nous acceptons de nous regarder dans ce miroir, ça peut nous permettre de nous poser de bonnes questions. Voilà, j'espère ne pas avoir abusé de votre attention. Je vous en remercie et je reste à votre disposition pour des questions que j'espère simples sur un sujet que vous avez compris. Je ne voulais pas particulièrement parler du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine. Je suis intéressé à ces régions. Merci infiniment pour l'exploit que constitue d'exposer en un peu plus d'une heure un sujet aussi complexe, mais de l'exposer aussi clairement. Bon, on sent quand même une certaine frustration de ne pas avoir pu creuser certains points. Des conférences comme la vôtre contribuent justement à lever le voile sur une dimension souvent méconnue de la géostratégie mondiale. Ça engage à regarder au-delà des questions immédiates. Et bien la parole, merci infiniment, donc, monsieur le professeur, et la parole est donc à vous pour quelques questions. Voilà. N'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile, donc on passe à la seconde. Voilà. Donc, pardon, vous avez vu que nous n'avons pas de micro. Madame Castera, vous prenez votre voix de professeur. Moi, je suis effrayée. Effrayée parce que je pense que l'économie actuelle est en danger, que cette équipe de la soie, ça va provoquer une tragédie qui ne va pas tarder à arriver. On a des problèmes de famine dans le monde entier, on a des problèmes d'approvisionnement encore actuellement en France, on n'a pas de médicaments qui arrivent. Je me suis informée, c'est parce qu'il manque des excipients pour fabriquer des médicaments, et ces excipients viennent des pays qui passent par traversent la route de la soie. La Chine, bien sûr, c'est tout à son avantage, à mon avis, tout à son avantage. Je ne vois pas ce que la France va faire là, alors qu'on est en train de construire une Europe qui... Allez vite. J'ai envie de vous dire que c'est un ressenti. Est-ce qu'il y a une question? Alors, la question, en parlant de la pollution mondiale, vous n'avez pas vraiment parlé de ce que vont faire les Chinois pour protéger la planète. Parce que si j'ai bien compris, ils font encore partie des pays polluants de la planète, avec l'Inde en particulier, qui sont revenus au charbon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Est-ce qu'ils ont l'énergie nucléaire pour ce faire? Alors, d'abord, vous savez, si vous suivez ces questions d'environnement, qui sont essentielles, qui sont les priorités de l'agenda chinois. Il faut juste rappeler simplement, si vous voulez, que les dirigeants chinois respirent le même air que la population. Et que, je vous l'ai dit, donc, l'incroyable développement économique de la Chine entre les années 80 a engendré des problèmes d'environnement, c'est-à-dire pollution de l'air, pollution des sols, pollution des eaux, qui en Chine sont, des produits à reconnaître, absolument dramatiques. Nous avons des manifestations en France, il y en a aussi en Chine, on appelle ça des émeutes. D'après le ministère des Affaires civiles, donc il y a le ministère de l'Intérieur chinois, il y en a, c'est assez costaud aussi, donc une bonne partie d'entre elles sont posées par des problèmes environnementaux aujourd'hui. Oui, donc
c'est une préoccupation majeure des dirigeants chinois. Vous pensez que c'est par humanisme ou par souci de stabilité sociale, ils sont parfaitement conscients, si vous voulez, qu'il y a un défi majeur qu'on appelle parfois, dans les grandes villes chinoises, parfois il y a des périodes que les Chinois appellent une période d'ère apocalypse. Voilà, donc la Chine a adhéré à l'accord de Paris. Oui, et si, au moment où le président Trump en est sorti, et ce qui a permis à l'accord de Paris, aussi imparfait soit-il, de perdurer encore aujourd'hui, c'est précisément parce que la Chine est, parmi les grands pays pollueurs, les États-Unis, etc., et autres, grands pays industriels, l'un des pays qui a continué à pousser cet agenda, sachant qu'elle vise, vous savez, nous disons tous la neutralité carbone, avec des échéanciers différents. La Chine, donc, entend à l'horizon 2030 les avoir réduits d'environ 50%, et d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Est-ce que ces objectifs, pour la Chine comme pour d'autres pays, si vous voulez, donc industriels, sont totalement pas? Moi, je ne suis pas suffisamment compétent pour vous le dire, mais pour fréquenter ce pays depuis près d'un demi-siècle, je peux vous dire, le Chinois ne démentira pas, que les préoccupations environnementales sont une préoccupation quotidienne, non seulement des citadins chinois, mais aussi à la campagne. Vous voyez, donc, surtout à la campagne. Et donc ça, à ce titre-là, nous sommes tous sur la même galère. Mais là encore, vous savez, les agendas sont différents. Vous savez, il suffit qu'un des pays majeurs se retire donc des discussions sur les enjeux climatiques, au niveau du G7 et du G20, et puis tout l'agenda est en péril. Donc il y a cet agenda-là. La décarbonation de l'industrie, en particulier, donc, est quelque chose dans lequel, si vous voulez, aujourd'hui la Chine, vous le savez sans doute, est le premier pays au monde, c'est un des principaux pays pollueurs au monde, bien sûr, mais c'est aussi le premier pays au monde qui investit dans les énergies renouvelables. C'est le premier pays pour l'éolien, pour le solaire, pour la voiture électrique, on va en savoir quelque chose, et autres. Il y a des villes en Chine où tous les taxis sont des voitures électriques, c'est interdit de rouler autrement qu'en voiture électrique. Vous savez, en réalité, c'est une question de survie, tout simplement. En réalité, c'est une question de survie. Monsieur, une autre question? Oui, moi, je vois bien l'intérêt de tout ce projet pour les Chinois. Je ne suis pas persuadé que ce soit notre intérêt à nous, Européens, surtout dans une perspective où on essaye de faire revenir un peu d'industrialisation en Europe. Donc, je comprends tout à fait la grande méfiance qu'il peut y avoir. Le second problème posé par tout ça, c'est que derrière, il y a un agenda géopolitique. Et donc, la Chine, quand elle investit, elle va également vouloir peser sur la gouvernance de tous ces pays. Donc, pour cette seconde raison, j'aurais une grande méfiance. Juste une petite remarque, mais qui n'est pas fondamentale dans votre exposé. Je ne méconnais pas l'engagement islamiste d'un certain nombre d'Ouïghours, mais la Chine n'a pas été d'une totale. Elle n'a pas véritablement, c'est pas véritablement glorifiée par la façon dont elle est intervenue aussi. Tout à fait, bien sûr. Votre question? Voilà. Non, c'est un autre intérêt. Voilà. Ah oui, alors simplement, si vous voulez, la question, au niveau de si vous voulez, la question se pose à quel niveau? La question se pose au niveau national d'abord, et puis la question pour nous se pose au niveau européen. Oui. Donc, vous connaissez les problèmes de l'Europe, on n'est pas là pour en parler, mais par exemple, pour la France, l'une des idées de base du président de la République, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui traiter avec la Chine au niveau purement, on va continuer le bilatéral si vous voulez bien sûr, mais on ne peut plus traiter pertinemment avec la Chine au niveau simplement national. Oui. Vous savez qu'il a été, quand il a reçu la première fois le président Xi Jinping avant le Covid en France, il lui a réservé une surprise, mais les Chinois n'aiment pas forcément les surprises, c'est qu'il a accueilli sur le perron de l'Élysée, non pas tout seul, comme la tradition fort ancienne, mais avec à sa droite Mme Merkel et à sa gauche M. Juncker, pour signifier, si vous voulez, à nos interlocuteurs chinois que maintenant, vous voyez, c'était à ce niveau-là que les choses se passaient. Vous avez vu qu'il est allé ensuite, la France étant l'invité d'honneur à l'exposition des exportations chinoises de Shanghai, donc il est allé accompagner de la ministre allemande, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, et une délégation composée paritairement de chefs d'État, chefs d'entreprise allemands et français.
Il y est retourné récemment donc, avec Mme von der Leyen, puisque malheureusement, Scholz, ce qui est très révélateur, donc avait décliné son invitation de partir main dans la main en Chine. Oui. Donc, c'est pour les. Il y a d'abord une question. La question est qu'est-ce que ce dispositif-là peut ou pas nous apporter. Oui. Il y a un certain nombre d'acteurs, en particulier, donc je n'ai pas le temps de parler de ça, mais par exemple, il y a des acteurs économiques français qui se sont intégrés dans ce dispositif de grand port de Fos-Marseille. Pourquoi? Je ne sais pas pour des raisons eux, ça ne m'intéresse pas, c'est pas leur affaire, parce que, si vous voulez, eux, ils entendent capter, vous voyez, une part importante du trafic comme la SNCF, généré par ces nouvelles routes de la soie maritime, et notamment en vue de l'implantation chinoise en Grèce, au Pirée, et puis aussi des partenariats sino-italiens, en faire profiter le port de Fos-Marseille, sachant aussi que le port de Fos-Marseille est un des principaux terminaux européens de cap sous-marin, et que ces nouvelles routes de la soie ont aussi un assuré. Pas parler relatif au cap sous-marin. Le grand port de la Réunion, si vous voulez, est aussi très impliqué dans ces routes de la soie maritime. Donc, oui, la question est simplement, en tant qu'acteur économique, qu'est-ce qui vous est favorable et on prend. Est-ce qui vous est défavorable, on prend pas. Après, c'est au niveau européen, il faut une coordination, si vous voulez, au niveau de l'Europe, avec ces nouvelles routes de la soie, mais là, encore une fois, l'Europe est fracturée en deux. Oui. Donc, les pays réservés, c'est la France, la Grande-Bretagne est un petit peu réservée, l'Allemagne un petit peu moins, les pays nordiques, oui, mais relativement un petit peu ambigu. Par contre, oui, les pays de l'Europe centrale, orientale, balkanique et méditerranéenne, eux, ont passé des accords dans des domaines qui leur correspondent. C'est ce qu'on explique, c'est normal. Ce que je propose, c'est que le débat ne tourne pas au dialogue. Donc, si vous voulez bien, nous laissons monsieur terminer sur cette question et vous écoutons. Mais moi, en gros, c'est juste de vous apporter des faits. Oui. Le reste, c'est pas mon travail. Donc, alors, après, si vous voulez, ça relève de l'opinion de chacun. Simplement, je pense que si vous voulez, il faut d'abord comprendre ce dispositif. Oui. On peut critiquer vertement si vous opposez à bien entendu. Si vous voulez, c'est pas du tout mon propos, mais si vous voulez, les critiques qui lui sont faites souvent reposent sur une grande part d'ignorance, ou aussi de fantasmes, de ça. Et c'est vrai que c'est un dispositif mondial, et je peux vous dire, je suis bien placé pour ça, que si vraiment vous voulez l'étudier, oui, alors ça ne change pas rien. Hein. Oui, je sais pas, encore une fois, j'ai une conférence plus complète donc, pour d'autres publics, donc avec une partie sur le Moyen-Orient, qui est essentielle aussi, hein, notamment sur le plan énergétique, sur l'Amérique latine, qui était très importante sur le plan financier. Oui. Et donc là, voilà, à mon avis, il faut d'abord connaître. Oui. Après, chacun, en ses orientations, contre. Votre, oui, madame, je vous en prie. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur les relations entre la Chine et l'Indonésie? Je vois que Jakarta se trouve sur un terminal de la route de la soie dans le Pacifique. Alors là, ça serait l'objet d'une autre conférence. Parce que oui, mais je sais également que la capitale de l'Indonésie est partie maintenant à Bornéo. C'est un projet, oui, c'est un projet. Elle est toujours à Jakarta pour l'instant. Alors, si vous voulez, la question est intéressante parce que, oui, elle pose la question de quel est en fait le rapport de ces pays, de ce qu'on appelle l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, vis-à-vis de ce dispositif route de la soie. Là encore, c'est un peu comme en Europe, si vous voulez. Il y a des pays qui sont extrêmement, qui sont assez réservés. Les pays les plus développés, hein, et puis d'autres où, si vous sont vraiment très impliqués là-dedans, les plus impliqués sont le Laos, et essentiellement le Cambodge, la Birmanie également, vous voyez, et surtout le Vietnam, beaucoup moins, parce que le Vietnam et la Chine, c'est une longue histoire d'hostilité. L'Indonésie gère ses relations avec la Chine comme le font la plupart des pays de l'ASEAN. Ces pays sont, dans le contexte géopolitique post-Covid et guerre en Ukraine, dans une situation extrêmement une situation cornélienne, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se profile, hein, c'est-à-dire une nouvelle guerre froide. Vous voyez, la constitution de blocs, hein, avec un bloc sino-russe, iranien, etc. D'un côté, un autre bloc américain, européen, allié asiatique, Japon, Australie, etc.
une espèce de découplage. Oui, d'abord, les spécialistes de l'Internet appellent ça le Internet. Oui, si ça continue, donc, il y aura deux systèmes Internet. Oui. Un système donc sino-russe, un autre américano-européen, etc. Découplage des économies. Oui. Or, ces pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, disent, nous, pour faire simple, encore une fois, on va le résumer un petit peu, mais l'Europe n'est pas dans une situation fondamentalement si différente. Nous, on est devant un choix impossible. On va nous demander de choisir, sur le plan géopolitique et diplomatique, entre les États-Unis. Nous devons tout aux États-Unis pour notre sécurité. Et on nous demande de choisir entre les États-Unis et la Chine. Nous devons tout à ce pays pour notre prospérité. Donc pour nous, c'est un choix qui est véritablement impossible. En simplifiant, bien sûr, mais vu la configuration, si vous voulez, géopolitique et géoéconomique, on s'oriente, si vous voulez, vers une démondialisation. Si vous avez suivi le dernier forum de Davos, le président Xi Jinping n'est pas venu, il a envoyé donc un de ses ministres, M. Liu, qui n'est pas n'importe qui, c'est un de ses amis d'enfance, diplômé de Harvard, en charge des dossiers de relations avec les États-Unis, et à la surprise de cet éminent aéropage, ce M. Liu donc s'est livré, le dernier forum de Davos, à un plaidoyer pour une remondialisation. C'est vous dire l'inquiétude de tous les pays qui ont bénéficié de cette mondialisation, ou la satisfaction de ceux qui en ont pâti éventuellement. Oui, mais on est en train de basculer sur le plan géopolitique et, à mon avis, dans un monde assez différent de celui qu'on a connu avant le Covid. Oui. Je trouve que la meilleure définition de ce monde qui nous attend a été donnée par notre ancien ministre Jean-Yves Le Drian, il a été interviewé il y a quelque temps par une radio. On lui a dit oui, mais vous dites, monsieur Le Drian, que l'on va être dans un nouveau monde. Quel sera ce nouveau monde? Il sera comment? Il a dit c'est très simple. Ça sera le monde d'avant, en pire. Donc, en fait, l'Indonésie n'a pas choisi. Et comme tous ces pays, si vous voulez. Alors, l'Indonésie, c'est d'autant plus délicat qu'elle a une partie importante de sa population qui est d'origine chinoise. Et les dernières émeutes anti-chinoises qui ont fait plusieurs milliers de morts, je ne dis pas quelques centaines, plusieurs milliers de morts, c'est 2018. Donc, les relations, c'est le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie. Donc, c'est aussi des îles qui sont de poudrières. Alors, pardon, il y a deux personnes qui se sont manifestées, donc si vous voulez, on va prendre deux questions. Et puis ensuite, ce serait presque à suivre. Mais ça va se terminer. Donc, monsieur avait levé la main et ensuite j'ai vu quelqu'un sur. Non? Un des pays. Alors, monsieur. Un pays dont vous n'avez pas parlé, et qui, à mon avis, a un avenir également très important mondial, c'est l'Inde. Alors, je sais qu'il y a des relations complexes avec la Chine, mais. Des relations ambivalentes, on va dire. Ambivalentes. Oui, et alors, comment voyez-vous les relations? Alors, si vous savez qu'il y a déjà une chose qui s'est passée il y a quelques semaines, c'est que l'Inde vient de dépasser la Chine pour devenir aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde. Si vous suivez l'actualité de ce pays, vous savez qu'elle est à sa tête un premier ministre, Modi, qui a, nationaliste indien, qui a de grandes ambitions pour la Chine, pour l'Inde, pardonnez-moi. C'est un lapsus révélateur. Donc, de grandes ambitions pour l'Inde et qui, maintenant, tient des discours sur les Nations Unies où, si vous voulez, la Chine, comme la Russie, souhaite, si vous voulez, non seulement une dédollarisation de l'économie, mais aussi une désoccidentalisation du monde. Et ce sont des pays, si vous voulez, comme beaucoup d'autres, qui considèrent que l'architecture, si vous voulez, mondiale, diplomatique et géopolitique, telle qu'elle est issue de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, est obsolète. Et que, donc, ces grands pays devraient, le Japon devrait avoir un siège au Conseil l'Inde également, etc. Oui. Pour les relations avec la Chine, elles ont toujours été, depuis l'indépendance de l'Inde et celle de la Chine, elles ont toujours été passablement conflictuelles. Vous savez, 1962, c'était une guerre sino-indienne dans l'Himalaya, mais ces frontières ne sont pas toujours actées. Il y a eu aussi des incidents militaires donc, qui ont fait des morts des deux côtés, qui ont été limités parce que les états-majors calment un petit peu les choses. Donc, à la frontière de l'Himalaya, l'an dernier. Donc, mais l'Inde, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'elle a une diplomatie qui est indienne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, dans le cadre de la guerre en Ukraine. L'Inde
continue et n'a rien changé à son partenariat avec la Russie. Sur le plan 1 militaire, 2 énergétique. Aucun pays occidental n'y trouve rien à redire. Vous voyez? Et donc, les relations, donc, ce sont deux pays qui sont rivaux, si vous voulez, pour d'abord l'hégémonie régionale, bien entendu. Hein, c'est la raison pour laquelle l'Inde a lancé un plan alternatif au nouvel route de la soie et a critiqué dès 2013 l'initiative chinoise. Pour une raison très simple, c'est que le couloir économique sino-pakistanais passe par le Cachemire, qui est une région donc occupée par le Pakistan et revendiquée à tort ou à raison par l'Inde. Donc ces relations c'est un partenariat qui est nécessaire pour éviter des dérapages militaires, et puis qui inclut un troisième larron aussi, c'est le Pakistan, qui est l'adversaire bien sûr traditionnel de l'Inde et le grand allié de la Chine. Donc c'est un jeu à trois en réalité. Et puis, bien entendu, les États-Unis, l'Inde ayant été longtemps proche de l'URSS, s'est rapproché sous Obama donc, des États-Unis. Mais c'est un jeu de billard à plusieurs bandes. Mais il y a d'autres pays que je n'ai pas évoqués. Une dernière question, donc, monsieur. Soyez indulgents avec lui. Parler de l'Inde, qui est une démocratie à la base, qui est en train de devenir une autocratie. Dans ce contexte géopolitique extrêmement compliqué et très dangereux, à votre avis, quel est le devenir de l'ONU à moyen terme? Ça, vous savez, c'est une très bonne question. Oui, parce que dans le cadre, vous savez, après 2001, après l'attentat de 2001, tous les pays d'Asie centrale, tous ces pays en stand, donc Kazakhstan, etc., ont pris acte donc, de la progression de l'islamisme dans ces régions. Donc, ils ont créé, la Russie et la Chine ont créé ce qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a longtemps coopéré avec les États-Unis, d'ailleurs, dans ce cadre-là, de la lutte antiterroriste, et donc qui était une organisation sécuritaire, vous voyez, dévolue à l'Asie centrale. Mais très vite, elle s'est de plus en plus étendue, à la fois géographiquement, et puis dans ses attributions. Vous voyez, très vite, on en est venu à parler des problèmes énergétiques, d'infrastructures, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, cette organisation de coopération de Shanghai, c'est devenu la seconde organisation mondiale, juste après les Nations Unies, en termes de pays adhérents. Il y a pas 193 membres, bien sûr, mais il y en a de plus en plus. Oui. Et donc là, vous avez, c'est quelque chose qui regroupe l'initiative des BRICS, qui avait soutenu la Chine, en disant, bon, cet ordre trop américain, trop européen, trop occidentalo-centré, on va le remettre en cause, mais avec les fameux BRICS, la Russie, l'Afrique du Sud, etc. Ça a été aussi un petit peu, ça a beaucoup souffert de la crise financière de 2008, mais vous voyez, il y a une volonté aujourd'hui d'organisation peut-être mondiale alternative aux Nations Unies. Oui, c'est pas dit comme ça, bien entendu. Il y a des diplomates là-dedans. Mais on peut se poser la question. Oui, vu l'extension de cette organisation et le nombre croissant de ses adhérents. Tout à fait. Merci infiniment. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être un tout petit peu moins ignorante. Merci de votre indulgence. Merci beaucoup. Certains sont intéressés par l'histoire de Chine. Je pourrais leur dédicacer. Cet ouvrage raconte, si vous voulez, un siècle qui va des guerres d'octobre à la fondation de la République populaire de Chine, qui a été le siècle de l'Occident en Chine et qui est vraiment indispensable à connaître pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Il est dû à un jeune auteur prometteur, moi-même. C'est un petit moment d'auto-promotion. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et de vos questions. Et j'aurai grand plaisir de vous rencontrer. Bonne soirée. Merci.